Les questions d'abord. Les questions d'abord, et je voudrais qu'on privilégie, si c'était possible dans notre débat, là, les plus jeunes qui ce matin n'ont pas posé beaucoup de questions parce qu'on ne leur a pas laissé le temps, et ils sont là pour ça. Donc, je vois que Madame Merken veut poser une question, mais ensuite, les plus jeunes, vous avez la priorité, parce qu'il faut qu'on vous entende dans ce débat aujourd'hui. Alors, Madame Merken, je suis sûre que vous avez quelque chose d'important à nous dire, et c'est peut-être une réponse. Je voulais juste rajouter, pour tempérer un petit peu l'aspect sensationnel qui est ressenti en France vis-à-vis de l'AMP, en Californie, et ça c'est en réponse à ce que Simone Batman vient de nous exposer, vient d'être votée une loi pour la compensation des femmes qui donnent leurs ovocytes pour la recherche. Et cette loi est très sage. Elle permet la rémunération ou le dédommagement, si vous voulez, d'une femme qui accepte de donner ses ovocytes pour la recherche. Et c'est complètement encadré par c'est encadré par le consentement éclairé. C'est vraiment une loi exemplaire pour le dédommagement des femmes, justement dans le but d'éviter l'exploitation que vous avez évoquée dans votre exposé. Merci beaucoup. Très bonne remarque. Alors, il y avait une question là. J'en ai vu une tout à l'heure. Alors, Madame. Si aux États-Unis, les embryons souvent les s'achètent. Oui. Est-ce que les embryons se monnaient aux États-Unis? Réponse oui, c'est très cher. Mais vous avez vu qu'en Ukraine, il y en a de moins cher. Donc, vous pouvez aller en Ukraine, il n'y a pas de problème. C'est moins cher. Une autre question. Hervé Schneves, notre grand témoin médecin, a une question. Nous nous en réjouissons beaucoup. Si vous pouvez donner le micro. Alors, comme c'est une question de médecin aux juristes et aussi à Mme Batman, elle est peut-être très naïve, mais en dehors du fait que les recherches sur les cellules souches embryonnaires ont déjà permis des travaux comme par exemple la définition des 4 facteurs de Yamanaka qui aujourd'hui permettent d'envisager la reprogrammation des cellules adultes, donc on voit l'importance cognitive de ces recherches. Est-ce que le centrage de la question chose ou sujet n'exclut pas a priori tout ce que Claude Sureau appelle magnifiquement la transposition nucléaire et qui est improprement appelé clonage thérapeutique, puisque c'est une grande hypocrisie dans l'état actuel de la science de parler de thérapeutique ou de projet thérapeutique, puisqu'il n'y a qu'un projet scientifique pour les années qui sont à venir. Et enfin, est-ce que finalement toute la recherche biomédicale, en transformant le sujet de la médecine du colloque singulier avec son consentement éclairé pour le soin, en un cas qui rentre dans l'étude, et pour toute recherche biomédicale, il faut transformer une personne particulière en un cas de l'étude, est-ce que toute la recherche biomédicale n'appelle pas à reconsidérer la façon dont on considère le vivant dans le cadre d'une recherche? Claude Sureau va vous répondre. Répondre, c'est difficile. Je voudrais d'abord dire à M. Schneves que je suis absolument d'accord avec lui. Moi, je m'apprêtais surtout à poser une question perverse à M. Loiseau. Bien entendu, pas de vous. Bien entendu, j'ai lu votre article qui m'a été transmis par Aude Mercier, dont vous avez dirigé les travaux, et je l'ai lu avec beaucoup d'attention. J'irais presque jusqu'à dire que j'ai été tenté d'être séduit. Mais j'ai quand même une réserve. Et je vais vous poser une question dont vous excuserez la brutalité. Monsieur Loiseau, est-ce que ce que vous nous avez décrit avec énormément de talent, est-ce que ça n'est pas une manière, disons, détournée, d'envisager la suppression, la disparition de la summa division entre les personnes et les choses? Quand vous avez, si je me rappelle bien, je cite de mémoire, dans votre remarquable article, vous aviez parlé de cette situation d'être, en référence au Code civil, première rédaction du Code civil, à la suite des personnes ayant prélude au bien. Donc des choses. Alors, choses, ça me choque en tant que médecin, mais enfin, on pourrait à la rigueur passer. Mais lorsque vous définissez un tel état, à la suite des personnes et en prélude au bien, est-ce que vous n'acceptez pas fondamentalement la reconnaissance de l'existence d'une troisième catégorie d'êtres?
C'est difficile de rentrer dans le détail du débat pour essayer de répondre simplement, non, pas à mes yeux. Il n'y aurait pas une catégorie intermédiaire. Il y aurait les personnes et les choses. Et dans la catégorie des choses, celles qui font objet de respect, et puis les choses vulgaires, on va dire, les choses qui sont appropriées, appropriables. Donc je ne crois pas qu'on revienne sur la summa divisio. Je pense très, très personnellement que ce serait dangereux de revenir sur cette summa divisio, car tout notre droit intellectuellement, philosophiquement, s'est construit sur elle. En revanche, ce que l'on observe aujourd'hui, je ne sais pas si ça répond à votre question, c'est que le législateur a introduit des nouveaux concepts qui amènent à dépasser la summa divisio. Ça ne veut pas dire qu'elle ne garde plus sa pertinence comme distinction structurante de notre droit, mais qui évite d'avoir à se poser la question personne ou chose. Et parmi eux, on peut relever, je l'ai relevé tout à l'heure, le concept d'espèce humaine. Alors c'est vrai qu'il y a des auteurs qui se sont interrogés, est-ce que l'espèce humaine est une personne ou une chose? À mon avis, la question n'a pas à se poser. L'espèce humaine est un concept qui transcende cette distinction. Le concept d'enfant, on le voit aujourd'hui de plus en plus, parce qu'il permet justement de transcender la difficulté pour l'enfant né et l'enfant à naître, de le répartir dans deux catégories distinctes. L'enfant né serait une personne, l'enfant à naître ne serait encore qu'une chose. Donc on voit effectivement des dépassements, mais qui ne sont pas des reniements de la distinction, qui sont des dépassements de cette dialectique. Quant à sa pertinence, je crois qu'elle doit demeurer, parce que revenir sur cette distinction, on ne sait pas ce qu'on ouvrirait derrière. On a quand même construit tout notre droit dessus. Vous voulez que je réponde? Si vous voulez, bien sûr. Monsieur Sureau et après Madame. Excusez-moi, oui, du coup on l'a donné. Je veux dire que je comprends pas. Attendez, bien. je crois que Simone Batman voulait répondre au professeur Sureau sur ce point. Si vous C'était M. Schneefels qui m'avait posé une question. Alors, il me semble qu'il y a deux questions. C'est concernant le fait qu'on a maintenant cette nouvelle technique par Yamanaka, et il y en a plusieurs qui ont, et chacun avec il y a des facteurs de transcription qui sont légèrement différents dans chaque cas. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on peut court-circuiter? Il y a derrière ces recherches, l'idée qu'on puisse éventuellement ne pas travailler sur les embryons in vitro. C'est-à-dire on peut court-circuiter le fait de faire de la recherche sur l'embryon. Ce qui, à mon avis, est un faux débat, puisqu'il faut un travail de comparaison de toute façon à ce stade. Mais il y a un débat sur est-ce qu'on doit appeler ces unités créées par transposition nucléaire, j'utilise pas le mot embryon, comme des embryons. Est-ce qu'il faut parler d'embryons? Alors, je pense que toute la difficulté sur le plan anthropologique, c'est qu'on peut transférer ces unités, et elles peuvent se développer, peut-être dans des individus anormaux, mais ils peuvent se développer. Donc je pense que changer le nom, on n'a pas le temps pour en discuter, mais ça mériterait un débat, mais je ne suis pas sûre que ce soit la solution. En revanche, est-ce qu'il faut changer le cadre de recherche pour la médecine régénératrice, puisqu'on va chercher une cellule sur chaque patient, donc on a à chaque fois un cas individuel? Je ne suis pas sûre qu'on ne puisse pas mettre ça tout simplement dans le cadre des essais de... Comment on appelle ça là? Tout d'un coup, j'ai un trou de mémoire. Les deux premiers... Les cadres... non, il y a les quatre... Phase 1. C'est un cas de phase 1 où on retrouve le problème. Est-ce qu'on est confronté à une innovation thérapeutique ou est-ce qu'on fait de la recherche? Et en fait, tout le problème pour le patient sera ce qu'on appelle therapeutic misconception, qui n'est pas un très bon terme, mais l'idée qu'il ne comprend pas qu'il donne sa cellule pour une recherche, il va penser qu'il y a un bénéfice thérapeutique immédiat à sortir. Je pense que la difficulté pour ce type de recherche, lorsqu'on y arrivera, parce si j'ai bien compris, je ne suis pas biologiste ni médecin, mais je pense avoir travaillé beaucoup dans ce domaine, et je crois que nous y sommes très 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 loin, vu qu'il y a beaucoup de choses en biologie fondamentale qu'on ne connaît pas encore. Donc, à mon avis, le dilemme sera plutôt celui-là, et ça, c'est un dilemme classique qu'il y a pour tout, même pour la fécondation in vitro, qui à un moment a été présentée comme une innovation thérapeutique. Mais est-ce que ce n'était pas de la recherche au départ? Et c'est cette espèce de no man's land
entre un moment où une pratique devient vraiment balisée, pratiquée avec des règles de pratique bien connues et disséminées, et cette première phase où on a une réussite, mais où toutes les choses ne sont pas encore convenablement testées. On voit bien l'ambiguïté des phases, justement. Oui, oui. Madame, je crois que vous aviez une question. Et je voudrais dire que ce qui semble être le lien dans les différents exposés. Oui, ce qui semble être le lien dans vos différents exposés, c'est le côté de préservation de l'humanité qui doit rester présent et qui rassemble tout. Et peut-être ce côté de préservation de l'humanité permet d'intégrer la notion de l'IVG qui est la grande absente des débats de ce matin et pourtant très présente, parce que quand on fait tous ces développements théoriques, il faut bien savoir qu'on vit avec l'existence de l'IVG, sur laquelle il n'est pas question de revenir, mais qui intègre cette notion de l'humain et de la détresse humaine. Tout ça pour dire qu'entre préservation du côté humain, de la souffrance humaine et de la compassion humaine, il y a un pas qui, je pense, me paraît très grand entre ça et la conception de matériaux de reproduction, gamètes, embryons, avec lesquels on pourrait obtenir de la recherche ou des embryons même à destinée de fécondation, enfin d'enfants, mais qu'on pourrait utiliser et qui seraient tout s'ils étaient investis du projet parental et plus rien s'ils ne sont pas investis. Je veux dire, il faudrait arriver à ne pas passer de l'un à l'autre et garder des conceptions uniquement humanitaires dans les décisions, enfin dans les concepts. C'est moins une question qu'une constatation. Donc, monsieur, je crois que vous aviez derrière posé une question. Oui, en fait, en reproduction... Présentez-vous, s'il vous plaît. Jean-Marie Kunzmann, je travaille dans un sécos. Ah oui, oui. Dans la reproduction, tout est basé sur la question du désir, finalement. Tant lorsque l'enfant n'est pas là et qu'on ne le désire pas, et on voit bien qu'effectivement, certains couples, certaines femmes vont accéder à l'interruption de grossesse et d'autres non, en fonction de la représentation aussi de l'embryon et de sa projection. Et il en est de même, je dirais, en matière de reproduction. Donc je crois que la perception individuelle de la représentation de l'embryon, elle ne peut être laissée que je dirais à l'évaluation personnelle de chacun des couples. Et c'est ainsi qu'effectivement, dans le contrôle, je dirais, de la procréation, certains vont jusqu'à transgresser, si je puis dire, l'intervention au niveau naturel par l'interruption, même pourquoi pas jusqu'à l'abandon d'un enfant. Et Dieu sait si là il y a une personne humaine. Et de même dans la conception, c'est la représentation d'un produit biologique qui, pour certains, n'est que 4 cellules et peut effectivement aller à la poubelle parce que il n'y a pas de projet d'enfant derrière. Et pour d'autres, c'est inconcevable effectivement de laisser ces embryons voués à une destruction en fonction de ce qu'ils représentent à travers leur parcours de la stérilité et peut-être de ce qu'ils peuvent représenter aussi pour d'autres couples qui n'ont pas eu cette chance. Donc je crois que là, il y a une représentation individuelle qu'il faut laisser à chacun. Il n'est pas question de catégoriser choses, être humain. C'est en fonction d'un parcours individuel et on voudrait que la société se prononce là-dessus au sens global. Lorsqu'on n'est pas passé par cette situation-là, on voit mal comment on peut, si je puis dire, à travers ces parcours extrêmement douloureux, appréhender de la même façon la représentation de l'embryon. Toute la difficulté entre la théorie et la pratique, cher monsieur. Monsieur. Et comme je pense qu'il est utile parfois de regarder l'autre afin de connaître nous-mêmes, je voudrais vous faire une référence à la conception de l'embryon qui s'est fait en Grèce, qui est, selon certains auteurs, une conception d'une chose qui est hors commerce, et d'autres, selon d'autres auteurs, une conception d'un être potentiel. Mais je serais d'accord qu'une catégorisation, en fait, ne nous aide pas beaucoup. Parce que ce qui est le plus important, c'est en fait la protection accordée, même si on caractérise, si on qualifie de choses ou si on qualifie de personnes. Et ce que je voudrais poser plutôt comme question à M. Loiseau serait s'il pense que la
la non-intervention du législateur, bien que parfois il puisse être utile et prudent, peut être aussi autrefois une source de problèmes. Et je m'explique. Je pense que le fait qu'une pratique s'installe ne pourrait être conçu comme une création de droit, ce qui a été aussi exploré dans la doctrine judiciaire. Et si une pratique s'installe dans la pratique, serait-il après facile au législateur d'intervenir en posant des limites? Merci. En 2 temps comme réponse. La première, je crois qu'il est prudent de ne pas trop parler. En la matière, le législateur est déjà suffisamment bavard. Il en est devenu d'ailleurs plutôt à relever de la réglementation précise, parce que on a beaucoup exposé depuis ce matin les grands principes du Code civil. On n'a pas apporté les différents codes, mais il y a un Code civil avec quelques principes généraux, et puis il y a le Code de la santé publique qui est un bavardage de réglementation. Non, mais permettez-moi de dire juste. On vit dans tous les jours, oui. Quand même. On en dit trop. Donc je crois qu'en la matière. Il y a, je suis convaincu, des silences qui sont sages. J'en prendrai un autre, même si ce n'est pas notre sujet de ce matin. Pendant longtemps, on ne s'est pas tellement prononcé. En tout cas, il n'y a pas eu de réglementation particulière sur l'euthanasie. Et ça faisait partie de ces sagesses du législateur. Je ne suis pas persuadé que la loi de 2005, qui est venue préciser ce qu'on pouvait faire et ne pas faire, a été un véritable apport. Donc, je suis convaincu qu'il y a des silences législatifs qui sont bons, qui sont sains. D'autant que, deuxième temps, nous avons des institutions judiciaires qui sont là pour donner des éléments de réponse, de réflexion, qui plus est au cas par cas. C'est l'avantage de la jurisprudence, c'est qu'elle ne pose pas des principes généraux, mais au regard de situations particulières, avec cette sauvegarde, ou du moins cet élément que si la jurisprudence convient à la loi peut se garder d'intervenir. Si la jurisprudence ne convient pas à la loi, eh bien la loi la condamnera. Et donc, quand vous faites état de pratiques qui s'installeraient, elles ne s'installeraient qu'avec l'aval de la jurisprudence dans un premier temps, et implicitement au moins celui de la loi qui n'interviendra pas. Quand la loi laisse faire, c'est sciemment que la représentation nationale a estimé que finalement les choses en l'état étaient très bien. Oui. Alors, donc Simone veut poser une question à Pierre Joannet. C'est son droit le plus strict. Merci. En direct. C'est par rapport à l'une des diapositives que tu as montrées, où nous avons un ensemble d'embryons, et il y a des embryons qu'on décide de ne pas transférer puisqu'ils n'ont pas de chance de se développer. Il y a celui qu'on transfère et les autres qu'on congèle. Qui décide et qu'est-ce qui se passe avec ces embryons qu'on décide de ni transférer ni congeler? Monsieur le professeur. Non, mais qui décide? C'est ce que tu disais tout à l'heure. Là, le médecin devient le médiateur. Hein, j'ai bien aimé ta manière de poser les questions. Cela dit, le médecin, là, il représente les intérêts, à mon avis, à la fois des personnes qui sont à l'origine des embryons, des personnes pour lesquelles ces embryons ont été créés, et je pourrais dire aussi peut-être les intérêts des embryons eux-mêmes, parce que quand on sait qu'un embryon n'a pratiquement aucune chance de se développer, ou quand on sait qu'un embryon triploïde donnera un monstre, transférer cet embryon ou congeler, pour moi ce serait plus du domaine de la faute médicale que du domaine du bénéfice. Donc et à un moment donné, il faut assumer les responsabilités. Et je ne crois pas que le couple consulté demanderait autre chose. D'accord. Bon. Alors, deuxième question, est-ce qu'éventuellement certains de ces embryons sont utilisés pour la recherche? Actuellement, non. Mais elles pourraient l'être. Oui, bien sûr. Mais là, bon, il y a quelque chose que j'ai envie, qui me fait réagir, parce que je suis très étonné de toutes ces considérations très, très intéressantes et très subtiles que vous faites quand il s'agit d'embryons. Mais pourquoi j'ai pas entendu le même type de débat quand il s'agit d'utiliser des cellules humaines à tous les autres âges de la vie pour la recherche. Quand un adulte
quand n'importe qui d'entre nous va mourir, ou si on est en coma dépassé, il sera possible de prélever nos organes pour une transplantation, à moins que nous y soyons opposés. Il sera aussi possible de prélever des cellules pour la recherche. Et ça, c'est possible chez le vieillard, c'est possible chez l'adulte, c'est possible chez l'enfant, c'est possible même chez l'embryon, puisque quand on fait une IVG, on peut, bien entendu sous certaines conditions d'intérêt scientifique, d'organisation des choses, de respect, mais on peut tout à fait, et ça s'est fait, prélever des cellules embryonnaires pour la recherche, même pour le traitement, puisque on a pu transférer des neurones obtenus à partir de cellules embryonnaires à des malades atteints de la maladie de Parkinson pour essayer de les traiter dans des essais thérapeutiques, ce qui serait une des applications possibles des cellules embryonnaires souches. Donc il est possible, il est reconnu, il est admis. Et sans qu'on rentre dans le débat, on ne se demande pas est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est une chose. Ce sont des cellules humaines qui, du point de vue, j'ai beaucoup aimé ce qu'était M. Loiseau, c'est que on doit penser en fonction de la destinée, on doit penser en fonction du devenir, on doit penser en fonction de la finalité, des raisons d'exister des uns et des autres. Mais il est reconnu, notre société, l'humanité reconnaît la possibilité d'utiliser ces cellules pour la recherche sous certaines conditions, mais le concept est accepté. Par contre, quand c'est un embryon préimplantatoire, quand c'est un embryon de 3 jours, ça devient complètement impossible. C'est plus possible qu'il soit normal, anormal, qu'il n'ait aucune chance de se développer. On a l'impression, parce que là on est dans le sacré, historiquement parlant, que on ne peut pas y toucher et on va réfléchir, c'est une personne, c'est une chose. Bon, c'est très intéressant, mais je suis tout à fait d'accord. Mais je trouve que si déjà on commençait par intégrer l'embryon préimplantatoire à la médecine et à la science, comme on a intégré l'être humain à tous les autres âges de la vie, et si on respectait cet embryon comme on respecte l'être humain à tous les autres âges de la vie, pour tout ce qu'il est possible d'envisager pour lui et pour la connaissance, etc., on aurait franchi un grand pas. Et actuellement, à mon avis, ce n'est pas le cas. Je voulais juste... je pense que la question n'était pas tant est-ce qu'on doit, est-ce qu'on ne doit pas. Je voulais tout simplement souligner le fait que c'est grâce à ton diapo qu'on peut voir que s'il faut réfléchir sur ces questions, il y a plusieurs voies possibles que le principe ne pose comme problématique. Ce qu'il faut décider sur les embryons congelés. Mais il y a en fait peut-être une utilisation tout à fait digne d'intérêt à de faire de celles que précisément on ne transfère pas, et on ne peut réfléchir convenablement que dans la mesure où on regarde de près les pratiques et on réfléchit sur ce qui est le plus pertinent à faire. C'était la seule chose que je voulais faire remarquer, et c'est pour ça que je suis passée par le diapo. Madame la question. Qui a écrit un livre qui s'appelle Le domaine de la vie, et dans lequel il prétend qu'on peut attribuer 3 types de valeurs à l'embryon. Et une première valeur, on pourrait la qualifier d'instrumentale, c'est-à-dire la valeur que possède l'embryon pour autrui. Et je pense que tout ce qui est de l'utilisation de l'embryon dans des projets scientifiques ou des projets parentaux, ça tombe dans cette catégorie. Et par ailleurs, chacun parmi nous, sa vie possède aussi une valeur instrumentale. Il donne l'exemple de Leonardo da Vinci, dont la vie n'était pas valable simplement pour lui, mais aussi pour tout le monde qui jouit de ses œuvres. Et après, nous pouvons attribuer une valeur intrinsèque à ces entités-là, et il me semble que là, on doit faire une grande distinction entre une valeur personnelle et une valeur impersonnelle. La valeur personnelle d'une entité, c'est la valeur que je possède parce que je vis ma vie de l'intérieur. Et je pense que nous ne pouvons pas dire, au moins si nous ne voulons pas admettre l'idée d'une âme rationnelle qui est là depuis la conception, que l'embryon possède une telle valeur. Et c'est pour cette raison il me semble que nous ne pouvons pas dire que détruire un embryon in vitro, c'est l'équivalent d'un homicide volontaire. Il me semble que toute la question est de savoir comment comprendre la valeur impersonnelle de l'embryon. Et je pense que ce que M. Joannet a dit, la catégorie du sacré, c'est
le nœud de la question. Ce n'est pas seulement qu'on doit du respect à l'embryon, comme on doit du respect à nos pères, mais il y a une sorte de révérence, je pense, à l'égard de l'embryon. Et je pense qu'il y a deux problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Le premier, c'est que c'est une réflexion beaucoup plus générale. Quelle pourrait être la place du sacré dans nos sociétés contemporaines? Et la deuxième, c'est que qu'est-ce qu'on va faire dans cette condition avec l'exigence d'une certaine laïcité de la part de l'État? C'est-à-dire, quand l'État dit que l'embryon est sacré, est-ce qu'il enfreint par ce fait au principe de laïcité? Et je pense que si on voit les choses... Vous ouvrez des pistes de réflexion pour l'année prochaine, cher monsieur. Quand voilà. Voilà. Et je voudrais juste finir en disant que je suis d'accord avec M. Loiseau, si j'ai bien compris, qu'on pourrait peut-être songer à la qualification de choses sacrées. Vous y songerez, monsieur le professeur. Merci de votre intervention, monsieur. Le droit romain les connaissait, les restes sacrés. C'est plus du tabou que le sacré en réalité. On est dans le sacré laïque, on n'est pas dans le sacré religieux ici. Comme on est déjà à une heure avancée de l'après-midi, je voudrais que Pierre puisse conclure sur la présentation du questionnaire et des résultats du questionnaire. Donc, Béatrice, je crois que ce sera la dernière question. Une dernière question? Non, monsieur, vous avez aussi. Alors, l'avant-dernière. Oui, une question extrêmement concrète, parce qu'on est tous à la recherche de repères. Alors, les repères juridiques, effectivement, en tant que juriste, je les ai. Les repères humains, moi, j'ai été très sensible à ce que vous avez dit sur l'aspect du projet parental, parce qu'effectivement, l'embryon, c'est ce projet parental, on l'a bien vu, mais moi, j'ai besoin d'un repère médical que je ne mesure pas du tout. Le médecin considère... pour quelle raison un embryon passe au statut de fœtus sur le plan strictement médical? C'est-à-dire, quelle différence médicale y a-t-il entre les deux? Si c'est possible de le dire relativement simplement. Oui, en deux mots, l'embryogenèse, c'est le développement des organes pour constituer l'être humain dans toute sa diversité en termes d'organes, de tissus, etc. Et ce stade est atteint à la fin du 2e mois de grossesse dans l'espèce humaine. Et après, l'essentiel des phénomènes, sont des phénomènes de croissance, des phénomènes de développement, etc. Donc, en général, sur le plan médical, on parle d'embryon jusqu'à la fin du 2e mois et de fœtus après. Mais ça, peut-être qu'on le verra le 17 avril, quand on va traiter le fœtus, parce que justement, on va bien dégager le problème du fœtus par rapport à ce qu'on aura vu aujourd'hui. Donc, tu as un bout de ta réponse aujourd'hui, tu auras la suite le 17 avril, tu reviens le 17 avril, comme vous revenez tous le 17 avril. Alors, monsieur, vous ne seriez pas content si on ne vous laissait pas poser votre dernière question? Non, c'est pas ça, mais je veux faire court. Je comprends que la conférence se termine. Voilà, donc Rebiaï Salim, étudiant. Monsieur Loiseau évoquait tout à l'heure que l'idée que l'embryon était un objet et faisait l'objet en même temps d'une protection particulière, un petit caractère sacré, on va dire, parce qu'il représente aussi le début de la vie, parce que c'est quelque chose d'important. Mais est-ce qu'en fait, quelque part, en gardant ce statu quo, c'est-à-dire l'idée que ça reste un objet particulier, un bout d'humanité, mais en même temps, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un sujet, donc pas de personnalité juridique pour l'embryon. Est-ce que tout cela, c'est pour éviter justement un séisme juridique, c'est-à-dire l'idée d'accorder en fait des droits particuliers à l'embryon, notamment le droit à la vie, mettrait en péril justement la liberté pour la femme d'avorter, par exemple, entre autres, mais aussi ce statu quo permettrait également à la médecine d'avancer et peut-être de lancer de nouvelles pistes de recherche, parce qu'en fait, il y a des équipes ces derniers mois qui ont travaillé sur des cellules souches, qui ont réussi à remonter sur... je ne suis pas médecin, excusez-moi, mais qui sont parvenus à construire des cellules souches apparemment à partir de cellules adultes. Est-ce que justement ce statu quo arrange tout le monde quelque part? À la fois les juristes, notamment de la CEDH, et en même temps la recherche médicale. C'est une question médecin juriste, finalement. Oui, exactement. Je ne dirais pas que le statu quo arrange tout le monde. Il faut aussi resituer le droit dans sa fonction, qui n'est pas simplement celle de commandement, mais de tenir compte d'arbitrage de la société, d'évolution scientifique. C'est vrai qu'il y a une demande du monde scientifique pour la recherche sur l'embryon, par exemple. C'est vrai qu'il y a la liberté d'interrompre la grossesse dont on doit tenir compte, et dire que c'est un objet de respect
sans l'instituer titulaire de droit, permet effectivement de prendre en compte toute cette série d'arbitrages. Je ne crois pas que ce soit une solution de repli. C'est une solution qui permet d'ajuster toute une série de règles juridiques sur lesquelles nous ne sommes pas prêts de revenir. Ou en tout cas, la société actuelle n'entend pas revenir par rapport à une institutionnalisation de l'embryon comme personne titulaire de droit et d'un droit à la vie qui ne permettrait plus de ménager cela. Alors, le risque, c'est de dire que cette solution n'en est pas une et c'est de l'hypocrisie. Oui, peut-être. Peut-être, mais je n'en suis pas convaincu. Je crois aussi que... Non, soyez pas convaincu. Que le droit est aussi fait d'arbitrage, de compromis. Voilà. Alors...